Ça, c'est un paquet de cartes. Et tenez-vous bien, il y a plus de façons de mélanger ce paquet de cartes qu'il y a d'atomes dans l'univers. Et oui, prenez juste une minute pour y réfléchir. Si un simple objet que vous pouvez tenir dans votre main peut, grâce à la puissance des probabilités, être en un sens plus puissant que l'univers dans sa grandeur, imaginez ne serait-ce qu'une seconde la force avec laquelle les mathématiques gouvernent tout. Maintenant, mettez-vous à l'esprit que cet outil surpuissant que sont les maths peuvent être à votre portée, dans vos mains ou plutôt dans votre tête, dans votre esprit, pour vous permettre d'utiliser cette force presque paradoxalement divine. Regardez autour de vous, que vous visionnez cette vidéo dans un train, dans votre canapé ou votre chambre, tout ce qui se trouve autour de vous est régi par les plus belles lois qui soient, celles des mathématiques. Et c'est de cette beauté dont on va parler dans cette vidéo. Regardez-moi ces formes, ces couleurs, ces schémas, ces tableaux, rien à dire. Les maths, c'est beau. Bienvenue à toutes et à tous. Oui, aujourd'hui on s'attaque à un sujet important, mais surtout très vaste et large. Les mathématiques, ce n'est pas le sujet le plus simple à aborder. La beauté, quant à elle, c'est une notion subjective, extrêmement subjective. De plus, l'association beauté et mathématiques ne sera pas évidente pour la plupart du commun des mortels qui regarderont cette vidéo. Comment exprimer la beauté d'une discipline aussi floue et abstraite que sont les mathématiques? En réalité, c'est possible. Ce n'est ni évident, ni simple, mais c'est possible. Alors cette vidéo fait directement écho et réponse à ma précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez faire pause à celle-ci et aller la voir. Sinon, pour faire simple, la raison pour laquelle je fais cette vidéo ayant pour but de montrer la beauté des maths est tout simplement que dans une société dévalorisant la réelle importance des mathématiques et où la plupart des gens ont une idée répugnante de cette discipline, la seule manière de redonner goût aux gens en cet art, c'est de leur montrer pourquoi ils devraient aimer ceci. Personnellement, je ne suis rien d'autre qu'un étudiant fan de science. J'adore contempler le ciel par des nuits étoilées quand la pollution urbaine me le permet, admirer la nature qui m'entoure quand cela m'est possible et m'émerveiller de toutes ces réactions chimiques et physiques auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Je ne suis pas plus légitime qu'un autre à faire cette vidéo, mais pourtant après des années à m'intéresser de très près aux sciences et après plus d'une centaine d'heures à la préparer, je vais dans cette humble vidéo vous transmettre la beauté qui régit la plus ancienne science du monde, car il n'y a rien de mieux qu'une personne passionnée pour transmettre une passion. Avant de s'émerveiller, je vais vous décrire rapidement ce que sont les maths. Ça sera plus pratique pour la suite et il est toujours bon de savoir de quoi on parle. Car à première vue, les maths ça paraît compliqué. Très compliqué. En outre, les maths constituent un domaine de connaissances abstraites qui permettent de calculer. Autrement dit, de mettre en relation des nombres par le moyen d'équations, de formules, de structures et de figures géométriques. Les maths sont un monde à part du monde réel, mais sont pourtant les sciences qui ont le plus d'impact sur ce dernier. Quand vous avez un problème réel, eh bien il vous suffit de transformer les facteurs et le contexte de ce problème en variables mathématiques, afin de le résoudre par le biais de transformations algébriques par exemple. En réalité, les maths sont entre autres le monde de la pensée, un palais mental dans lequel tous vos problèmes et chaque ambiguïté de tous les jours se quantifient, se modélisent et peuvent interagir selon des règles rigoureuses, logiques et irréfutables. Bon, irréfutable peut-être pas, car les maths sont en constante évolution et même si elles restent la science la plus certaine et précise, elles n'échappent pas à de nombreux paradoxes. Pour en savoir plus là-dessus, je vous laisse aller sur une de mes précédentes vidéos qui traite de la 4e dimension et bien évidemment des théorèmes d'incomplétude de Gödel. Mais aussi complexes, vastes et variées soient les maths, elles découlent toutes de la même base, un même début, un point initial, où tout a commencé. Ceux, ou plutôt ces piliers fondateurs des maths, ont été détruits plusieurs fois avant d'être reconstruits. Ces piliers qui sont la base de toutes les maths et de toutes les lois régissant notre univers sont nommés axiomes. Ce sont les postulats de base de toute prédiction, formule, lien de cause à effet, de toute quantification et transformation. Je sais que vous êtes ici pour jubiler intellectuellement de la magnificence des mathématiques, mais si vous voulez en bénéficier pleinement, nous devons passer par un peu d'histoire. Promis, je serai bref et concis, mais je pense que ce petit chapitre est nécessaire. D'abord apparu pour des questions de pratique telles que la mesure de surface ou la quantification de choses, de trucs ou de bidules, les maths se développent d'abord à Babylone.
et en Égypte, puis vont rapidement se propager en Grèce avant d'être diffusés dans le monde entier. Si en Égypte, les maths servaient notamment à la construction de pyramides, c'est en Grèce que l'aspect plus complexe, plus abstrait et plus visionnaire va se développer. Vite, des communautés vont apparaître, comme les pythagoriciens qui vénéraient Pythagore comme leur dieu, au point de se suicider lors de la découverte des nombres irrationnels. Oui, c'est assez tragique et cela pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, alors passons. D'impressionnantes découvertes donc, comme le disais-je, vont être faites. L'apparition du zéro, des nombres négatifs, des puissances, avec le fameux Googleplex dont on reviendra plus poétiquement dessus dans la suite de la vidéo. Puis de siècle en siècle, de mathématicien en mathématicien, les maths se développent, se sont agrandis avec l'apparition des statistiques, des géométries complexes, des probabilités, etc. Et si vous connaissez sans doute quelques grands noms tels que Newton ou Einstein, la personne qui est à retenir pour le réel début des mathématiques est Euclide, notamment pour la création des 5 postulats de base de la géométrie, ainsi que les axiomes, base de toute maths. Bon, j'ai déjà parlé des axiomes sur ma chaîne, mais pour les nouveaux, reprenons notre métaphore sur les Lego. En fait, les axiomes sont comme les briques de base, les pièces d'origine qui vont servir à construire toutes les mathématiques. Ce sont des règles simples, qui ne sont plus à définir, elles sont vraies, un point c'est tout, et à partir de ces simples règles, nous pouvons construire l'ensemble des théorèmes et des mathématiques qui existent aujourd'hui. Pour revenir brièvement sur Euclide, sachez qu'il est né en l'an 300 avant Jésus-Christ, c'est le père fondateur des mathématiques et surtout de la géométrie. Après avoir fréquenté l'école d'Athènes, fondée par Platon, il publiera les éléments constitués de 13 livres. Voilà, les maths sont créées, plus solides et magnifiques que jamais. Alors maintenant qu'on a la science la plus évoluée, la plus complexe, la plus vaste et la plus pratique qui n'ait jamais vu le jour, on fait quoi? Eh bien on innove, on invente, on crée, on applique, on teste, on constate. La liste est longue, les possibilités sont infinies. J'ai déjà peut-être perdu la majorité des personnes qui avaient cliqué sur cette vidéo, et vous êtes peut-être encore sceptique à l'idée que les maths possèdent une réelle beauté. Alors passons tout de suite au cœur du sujet et concrétisons tout cela. Toutefois, j'ai placé des chapitres dans cette vidéo. Je vous conseille de les suivre dans l'ordre, comme un sommaire. En fait, les chapitres sont là pour que ne vous soyez pas déboussolés face à la quantité assez grande d'informations qui sera dite. Et je vous préviens, ce sera crescendo. Tous ces nombres n'ont peut-être pas l'air de grand-chose à première vue, mais ils regorgent de secrets et de mystères inexplorés. Vous, comme moi, pouvons encore trouver de très belles relations entre tous ces nombres. Connaissez-vous pi? Je veux dire, le connaissez-vous réellement? Pi, c'est à peu près 3,14 15 92 65 35 89 79 et des poussières de décimales. Et bien que tous les nombres soient intéressants, pi est une légende dans son domaine. Il a toujours intrigué les mathématiciens, et ce parce que ce nombre est au cœur de beaucoup de résultats et de problèmes. Bien que pi serve avant tout à calculer la circonférence ou l'aire d'un cercle, ce chiffre est présent de manière inexplicable un peu partout dans les mathématiques. Il est entre autres 3 constantes à la fois, et oui, rien que ça. Il est la constante circulaire, la constante d'Archimède et la constante de Ludolph. Et pour plus de faits intéressants sur pi, je vous laisse aller dans la description parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce chiffre. Mais bon, des nombres mystiques, il n'en existe pas qu'un seul, on retrouve aussi le nombre d'or qui est également très connu. Ce nombre d'or est noté phi, comme ceci, et autrement appelé la proportion divine, c'est un chiffre à connotation mystique. Il est environ égal à 1,618 et semble être un chiffre harmonieux. Je vais m'expliquer, attendez, regardez ce rectangle. Ne vous semble-t-il pas harmonieux ? Sûrement, car d'après les Grecs, ils respectent la proportion divine, une proportion harmonieuse, qui est celle du 1,618. Car la largeur de ce rectangle est égale à 1, et sa longueur est égale à 1,618. Et cette proportion, on la retrouve un peu partout, que ce soit dans la suite de Fibonacci, dans le logo de Toyota, celui de National Geographic, pas très caché celui-là, c'est tout simplement le logo qu'on vient de voir, mais aussi on retrouve cette proportion dans les pyramides en Égypte, ou dans toute cette ribambelle d'exemples que je vous mets là. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir les sources dans la description pour approfondir tous les sujets qui sont traités dans cette vidéo. Bon. Mais combien de nombres aussi farfelus existent-ils? En soi, une infinité. Si ici je vous ai présenté que les plus célèbres, pour être bref, sachez que des bizarreries mathématiques dans le genre, il en existe plein. Simple curiosité ou propriété divine, pensez ce que vous voulez à propos de ces nombres. Dans tous les cas, ce que l'on ne peut pas nier, c'est que les maths, c'est beau. En fait, il y a beaucoup de nombres mystérieux parce que tout simplement, il y a beaucoup de nombres tout court.
Vous connaissez probablement les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, etc. Et de plus, vous savez qu'il y en a une infinité. Bon, ce serait un peu long de tous vous les présenter un par un. Vous savez quoi? Je vais quand même vous le faire et je vais vous mettre une vidéo en accéléré de tous les nombres partant de 0 à l'infini absolu. Ouais, ça fait beaucoup. Et ce beaucoup, vous pouvez le doubler car on peut rajouter les nombres négatifs. Et ce re-beaucoup, vous pouvez le multiplier par l'infini avec les nombres décimaux. À ce nouvel infini, vous pouvez rajouter les nombres irrationaux faits de fractions. Et là, vous commencez à vous rendre compte de la quantité astronomique de nombres qu'il existe. Cet ensemble de nombres que nous venons de créer, c'est tout simplement l'ensemble des nombres réels. Et bien qu'il soit gigantesque, on peut encore l'agrandir avec notamment l'ensemble des nombres complexes. Cet ensemble, vous l'avez peut-être vu en maths expert au lycée ou alors en prépa ou en fac de maths. Cet ensemble est notamment connu pour intégrer les nombres imaginaires notés i. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On peut faire encore plus compliqué avec l'ensemble des nombres hyper complexes. Et là, je vais pas rentrer dans le détail. Et on peut faire pire même avec l'ensemble des octinions. Mais si vous n'en avez toujours pas assez, on peut aller plus loin avec l'ensemble des split octinions. Que dites-vous? Toujours pas? Bon, alors laissez-moi vous présenter un ensemble plus complexe et plus grand que tout ce que nous venons de voir et de nommer, celui des sédénions. Celui-là est toujours plus grand, mais on peut faire plus. Et si jamais l'infini ne vous effraie pas trop, voici un ensemble de nombres gigantesques, faramineux, bien plus grand que ce que vous ne pourrez jamais vous imaginer, et qui ne laisse personne indemne. Cet ensemble, c'est celui des triginta-duonions. Et ouais, rien que le nom est déjà compliqué. Et s'il y a bien un sujet que je ne traiterai pas sur ma chaîne en vue de sa complexité, c'est bien celui-ci. Comme vous pouvez le voir, en maths, il existe de très grands nombres, et naturellement, la quête de l'infini n'a pas encore atteint sa fin. Si vous voulez trouver des nombres plus grands qui n'ont pas encore été trouvés, libre à vous de le faire, il suffit d'être inventif, de trouver de nouvelles règles, et de trouver des nombres encore plus grands. Mais je vous déconseille de le faire, plusieurs mathématiciens sont devenus fous dans la quête de l'infini, et ce parce que ces nombres peuvent être très complexes à imaginer et à entreprendre. Car tout simplement, nos cerveaux ne sont pas faits pour imaginer des choses aussi grandes et aussi faramineuses. En bref, des nombres gigantesques, ça existe, comme le très célèbre Googleplex dont je parlerai dans une future vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, clin d'œil, clin d'œil. Bref, si vous aimez rentrer dans cette partie reculée et obscure des mathématiques qui concerne l'infini, je vous conseille de vous pencher sur l'hôtel de Hilbert. Je ne vais pas en parler ici car j'ai d'autres recoins des maths à vous présenter et à vous faire visiter, mais je vous invite grandement à ouvrir votre curiosité à ce sujet. Enfin bon, ces nombres sont bien jolis, mais je vous rappelle qu'à la base, les maths c'est fait pour mettre des nombres ensemble et juxtaposer lors d'opérations, additionner, soustraire, diviser, multiplier, etc. Vous connaissez. Et bien que là on avait beaucoup de choses à dire juste en parlant des nombres seuls, vous vous doutez bien qu'en les mettant ensemble, la quantité de choses à dire dessus est juste infinie. Et je vous accorderai que cette expression est un petit peu médiocre en vue de ce dont on a parlé et ce dont on va parler. Alors oui, les maths ça peut être compliqué, je sais, je vous apprends rien de nouveau ici. Mais les calculs peuvent quand même être beaux. Comment me diriez-vous? Laissez-moi vous montrer. Un calcul peut être beau par sa difficulté, comme une montagne à grimper. On veut la grimper pour sa difficulté, en réalité on s'en fiche du sens que ça a. Juste, on veut le faire pour repousser les limites de l'alpinisme, ou ici de l'algèbre linéaire, et explorer le paysage et l'horizon que cela nous réserve. Après, si vous êtes sain d'esprit et que vous ne voulez pas passer vos soirées à faire des intégrales diaboliques ou des immondices sans fin, vous pouvez trouver un calcul beau par sa résolution et les méthodes et les techniques utilisées pour sa résolution. Ici, cette beauté prône l'innovation, contrairement à avant où la détermination avait une place centrale. This is the whole process. What the heck? Oh my god. I just like, this keeps on going. Bro, you know like the people that made this website had to put this in? Like they had to do it. Look at the answers. Aussi rigoureuses soient les maths, nous allons voir un calcul pour les moins déconcertants. Comme le concret est toujours moins barbant, voici un exemple de calcul que j'ai adoré résoudre par sa technique. La source et le lien de cette vidéo est dans la description, comme pour tout le reste. Prenons un cas de figure simple, A plus B égale C. Alors C égale 4C moins 3C, car 4 moins 3 égale 1, et pareil pour B et pour A. Remplaçons maintenant A, B et C par les égalités que nous venons de mentionner. Nous avons 4A moins 3A plus 4B moins 3B égale 4C moins 3C.
Maintenant, nous allons modifier le terme de gauche et de droite pour pouvoir factoriser dans le futur en mettant plus 3a de chaque côté, plus 3b et moins 4c. Jusque-là, aucune erreur. Maintenant, nous pouvons factoriser par 4 à gauche, par 3 à droite. On va diviser de chaque côté par a plus b moins c. Aucune erreur. On peut maintenant simplifier de chaque côté les fractions par a plus b moins c et on obtient bien 4 égale 3. Alors, les maths seraient-elles fausses? Eh bien non, un esprit non averti pourrait s'arrêter ici en se disant que les maths ont des failles. Mais ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, on a commencé le calcul en disant que a plus b égale c. Puis, dans le déroulement du calcul, vers la fin, nous avons divisé de chaque côté par a plus b moins c. Sauf que, si a plus b égale c, cela revient à diviser par 0 de chaque côté. Et on ne peut pas diviser par 0 en mathématiques. Donc forcément, en divisant par 0 de chaque côté, on obtient bien une aberration, comme quoi 4 égale 3. Il faut toujours bien vérifier dans les maths, car des calculs aussi simples que celui-ci peuvent nous montrer des paradoxes qui en réalité ne le sont pas. En outre, ces faux paradoxes et cette complexité viennent de la complexité que peuvent prendre certains calculs. Prouver que 1 plus 1 égale 2, ça peut être simple, on peut le noter juste comme ça. Mais rappelez-vous qu'il y a une infinité de calculs pour montrer tout et n'importe quoi, car ça aussi, cette immondice, ça veut aussi dire que 1 plus 1 égale 2. Sinon, les maths peuvent être belles par leur sens, parce que oui, les maths, ça sert dans la vraie vie. Regardez ce calcul, 1 sur racine de c moins v. Ce calcul est simple en apparence et pourtant veut dire beaucoup, et cela grâce à des règles dénuées de sens que vous avez appris au collège ou au lycée. La constante c désigne la vitesse de la lumière dans le vide, et v une vitesse quelconque. Ce simple calcul nous montre pourtant d'importantes choses. Le fait que v soit soustrait à c et que ces deux valeurs soient sous une racine carrée nous montre qu'une vitesse ne peut pas atteindre ni être supérieure à la vitesse de la lumière. Et ce car la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans l'ensemble des réels. Et une vitesse est forcément dans l'ensemble des réels. De plus, le fait que la soustraction de v à c soit au dénominateur nous prouve que c-v ne peut pas être égal à 0 car l'on ne peut pas diviser par 0. Donc v ne peut pas être égal à c, ne peut pas être supérieur, donc comme je viens de le dire, une vitesse quelconque ne peut pas être égale ni supérieure à la vitesse de la lumière. Autrement dit, la vitesse de la lumière est la vitesse maximale dans l'univers et rien ni personne ne pourra jamais l'atteindre. Et oui, de simples calculs avec des constantes peuvent nous prouver des choses fondamentales sur notre univers actuel. Comme vous pouvez le voir, parfois, la beauté des maths réside dans le sens que tous ces nombres peuvent avoir. Bien que pour vous, pauvres moldus, ils peuvent vous apparaître comme des hiéroglyphes, en réalité ce sont des symboles remplis de sens. Toutefois, et peu importe la beauté que peuvent prendre ces nombres, ils peuvent également être représentés par des fonctions, mais aussi par des formes, des structures et des figures géométriques. Et en se revêtissant de ces représentations, les maths prennent un tout autre sens. Personnellement, la géométrie est ce que je préfère dans les mathématiques, alors voyons ce qu'elle a à nous réserver. Vous savez quoi? Dans cette partie, je n'ai pas trop envie de vous vulgariser les choses, de vous expliquer, car je m'en éloigne peut-être, malheureusement, mais le but de cette vidéo n'est pas de vous expliquer certains aspects des maths, mais de vous éduquer sur la réelle beauté de cette discipline. C'est pourquoi je vous demanderai juste de vous poser et de vous émerveiller de ses formes et ses couleurs. Est-ce que je vous ai déjà dit que les maths c'était beau? Ce que vous êtes en train d'admirer, ce sont des maths. Oui, elles sont fluides, elles sont dynamiques, elles bougent, mais ce sont bien les mêmes maths que celles abstraites que nous venons de voir plus tôt. Alors peut-être n'ont-elles pas forcément de sens pour vous actuellement, peu importe. Juste réjouissez-vous de cette beauté et de cette prouesse scientifique. Ce que vous êtes en train de voir, ce sont des fractales. Alors les fractales sont des figures complexes qui se répètent à l'infini et qui peuvent adopter des comportements assez ambigus tels que des dimensions intermédiaires, mais pour cela je vous laisse aller vous référer sur ma vidéo sur les fractales.
Peut-être serez-vous plus attiré par les choses plus complexes. Alors voici une figure en 0D, en 1D, en 2D, en 3D, et voici une figure en 4 dimensions, ainsi qu'une en 5 dimensions, etc. Ici je vous demande pas de comprendre, je vous demande juste de me faire confiance. Malgré tout cela, la géométrie ne représente pas seulement un ensemble vaste de représentations sur ordinateur. La géométrie, ce n'est pas juste l'étendue entre Pythagore et les surfaces non euclidiennes en passant par des mondes abstraits quintadimensionnels. La géométrie, ce n'est pas de vulgaires représentations sur GeoGebra. La géométrie, c'est bien plus que ça. C'est tout ce qui vous entoure, ce qui m'entoure. C'est l'ergonomie de votre téléphone, la mesure des pièces qui servent à construire votre bureau. C'est tous ces petits détails que vous pouvez observer sur les objets de votre quotidien. Des objets humains, industriels ou même naturels. La géométrie, ça peut être ça, ou ça. Ou même encore ça. La géométrie, c'est l'art de décrire notre environnement, de le représenter, de calculer ses moindres recoins. La géométrie est une vision du monde qui ne laisse passer aucun détail outre. Grâce à elle, on peut calculer la circonférence d'un cercle, calculer et prédire l'hypoténuse d'un triangle rectangle, imaginer des objets, des mondes, des univers où les dimensions n'ont que faire de faire sens. La géométrie a cette manière poétique de façonner l'art. Elle s'élève à un rang divin, supérieur à tout art, car elle est en réalité la fondatrice de ceux-ci, les arts. Elle crée les compositions cinématographiques, crée le sens du détail et la concordance des formes, s'amuse à nous dire comment peindre, sculpter ou construire. La géométrie a cette manière de nous dire ce qui est beau, ce qui doit l'être ou ne pas l'être, tout en nous enlevant tout type de limites imaginaires. Bac à sable mental, tableau où se peint les mathématiques, page blanche à jamais vierge de cette immensité de représentations, schémas ou formes qu'il existe et qui nous reste à trouver. La géométrie n'est pas qu'une simple dimension des mathématiques. C'est un palais mental dans lequel tout ce qui est science ou ce qui ne fait pas sens a sa place. Je pourrais vous donner tout un tas d'autres exemples, mais ce ne serait que rentrer dans des détails futiles. Et ici, je veux vous parler des maths, et non pas d'un tas de problèmes et d'exemples très précis. Et j'aimerais maintenant réellement vous transmettre ma passion pour les maths. Et je pense qu'en vous montrant les personnes qui, moi, me l'ont transmise, pourra vous aider à vous la transmettre à vous. Car les maths ne sont rien sans les mathématiciens, et je connais 2 ou 3 têtes qui pourraient vous intéresser. Il existe tout un tas de mathématiciens ou de gens tout simplement passionnés par les maths. Par leur rigueur, leur logique ou par leur sens, peu importe. Que ce soit en partant du petit étudiant qui fait des vidéos ou qui lit des livres sur les sciences dans sa chambre, comme moi, jusqu'aux plus grands mathématiciens et esprits logiques qui n'ont jamais foulé cette terre. Et je vous assure, ils sont plutôt connus. Parmi eux, Euclide publie les éléments. C'est le 2e livre le plus traduit au monde, juste derrière la Bible. Et ouais, c'est pas mal à mettre dans son CV. Ou encore même Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Il expliquera la vis de l'eau, la poutre et le levier. Il aidera à connaître plus précisément pi, et il est également connu pour la poussée d'Archimède. L'un de mes mathématiciens préférés est Léonard Euler. Il écrira 886 livres. C'est juste gigantesque. Enfin, livres et articles scientifiques dans toute sa vie. Il crée les nombres complexes, et crée la plus belle formule des mathématiques. Enfin, ça d'après pas mal de personnes. C'est tout simplement exponentielle de i fois pi plus 1 égale 0. Cette formule relie les 5 constantes fondamentales et je vous mets un lien dans la description d'une vidéo qui explique plus précisément cette formule. Dans des exemples plus récents, vous pourrez trouver également John von Neumann. Excusez-moi si j'écorche son nom, c'est un mathématicien du XXe siècle. Il est hongrois et il est doctorant en maths à seulement 22 ans. Puis il ira travailler dans l'université de Princeton aux USA. Proche de Einstein et Gödel, des noms que vous devez sûrement connaître, John von Neumann apportera d'importantes contributions en mécanique quantique, en analyse fonctionnelle, en logique mathématique, en informatique théorique, en sciences économiques et dans beaucoup d'autres domaines des mathématiques et de la physique. Mandelbrot est également un mathématicien que j'apprécie tout particulièrement. Comment dire, il est entre autres le pilier fondateur des fractales. Alors oui, il a fait tout un tas d'autres trucs, mais vous connaissez ma passion grandissante pour les fractales depuis plusieurs années.
Je pourrais continuer à vous donner des noms un petit peu moins connus et à vous raconter leurs histoires plus précisément. Je pourrais également vous conter les histoires de certains mathématiciens bien moins connus mais avec des histoires tout aussi passionnantes, qui ont permis également des progressions juste faramineuses dans le domaine des mathématiques. Mais d'autres vidéos le font également très bien, et puis si jamais vous voulez en savoir plus sur les mathématiciens, je vous mets encore plus de sources dans la description. Ce chapitre de la vidéo est assez court, mais je le fais en transition vers un autre chapitre bien plus conséquent que j'affectionne tout particulièrement. Et je vais y venir. Tous ces mathématiciens sont inspirants et passionnants par leur manière de penser et de concevoir. Et il y a un mais, ils paraissent pour la plupart des gens inaccessibles, et ce sentiment se justifie très bien en vue de leurs travaux juste titanesques. Rappelez-vous des 886 livres de Leonhard Euler. Bon, c'est un cas extrême, mais ce que je viens de dire marche quand même pour la plupart des mathématiciens. J'aimerais donc vous présenter une chose pour laquelle j'éprouve beaucoup de fierté et d'admiration. Et cette chose, ce n'est autre que la communauté mathématique. Et oui, il existe bien une communauté autour des maths, je sais que ça en étonnera plus d'un, mais croyez-moi, elle est juste gigantesque. Bien évidemment, vous avez plein de petites communautés de grands mathématiciens, chercheurs ou professeurs un peu partout dans le monde. Mais ici, je vais plutôt vous parler de la communauté mathématique au sens large du terme et surtout sur internet. Énormément de gens passionnés par les maths parlent de cette passion ardue qu'ils ont sur leur chaîne YouTube ou même sur leur blog. Je pourrais vous parler en guise d'exemple d'Axel Arnaud. C'est un vidéaste juste brillant, lui aussi encore étudiant et voulant enseigner cette noble discipline que sont les mathématiques. Il va utiliser une technique qui est vraiment novatrice pour l'époque. Et aujourd'hui, dans cette très courte vidéo, on va voir comment résoudre cette immondice de deux façons différentes. La première étant bien évidemment grâce à la propriété du roi, et la seconde étant due à un changement de variable très exotique au premier abord, mais pourtant très naturel. Et vous serez surpris de constater que dans les deux cas, on arrive à la solution, et elle est véritablement édifiante. En tout cas, je suis très fier de vous, parce que beaucoup de gens ont décidé de jouer le jeu, et ont trouvé la solution, donc bravo. Très heureux d'avoir des gens aussi éveillés dans la communauté. Si vous connaissez sa chaîne et aimez sa personnalité, je vous invite à rejoindre aussi son Discord. J'y suis maintenant depuis un certain temps et j'ai toujours été le bienvenu. Mais je m'attarderai plus tard sur la partie Discord de la communauté mathématique plus tard, car oui, il y a pas mal de choses à dire là-dedans. Une autre personne que vous devriez aimer écouter est Aurélien Barraud. Il a une chaîne du même nom et je vous préviens, il ne fait pas que des maths et parle ponctuellement de sujets assez ardus bien qu'intéressants. Il a su se créer une assez grande communauté en vue de son nombre d'abonnés, et personnellement je lui accorde tout mon respect pour certains de ses discours qui resteront gravés dans ma mémoire. Enfin, si vous en avez le courage, je vous conseille sa série de vidéos traitant de l'univers qui s'articule en 11 parties, de chacune plus d'1 heure. Cette série de vidéos est juste brillante, et selon moi disponible à un assez large public, ce qui est rare pour les thèmes qui sont traités dans ces 11 vidéos. Si vous aimez cette image poétique que peuvent prendre les sciences, la chaîne Balade Mentale vous plaira aussi. Les sujets qui y sont traités ainsi que la verve employée sont toutes les deux excellentes. Verticale dans ce puits de lumière, pour l'espace d'un instant visité à 35 mètres sous la surface des terres, ce qui constitue définitivement un petit univers. D'ailleurs, il est amusant de penser que l'hydrogène sulfuré pourrait bien un jour nous aider à le visiter, l'univers. Car l'on s'est récemment rendu compte que ce composé, certes très toxique à forte dose, est capable de plonger des souris en ayant inhalé des quantités dérisoires et savamment dosées, dans un état dit de vie suspendue. Mais sur internet, on peut en avoir pour tous les goûts et tous les niveaux. Si vous souhaitez plus de vulgarisation et des choses plus accessibles, la chaîne de Science Trash vous plaira également. Je ne développerai pas trop cette chaîne-ci car elle est déjà très connue, mais j'étais obligé de la mentionner car j'utilise régulièrement ce qu'on appelle des chibis sur ma chaîne. C'est en gros un personnage pour illustrer ces vidéos et ce personnage m'est permis d'être utilisé grâce au collectif de trash. Quasiment que le nom, Nicolas Bourbaki. Personne ne l'a jamais vu, pourtant son influence plane au-dessus de chacun de tes cours de maths. Laissez-moi vous emmener sur les traces du mystérieux mathématicien français qui, à lui tout seul, a bouleversé l'enseignement des mathématiques modernes dans le monde entier.
Le traumatisme des mathématiques modernes. Tout commence durant les années 30. À l'époque, les mathématiques c'est un fouillis gigantesque. Chaque domaine a son langage propre, ses méthodes et sa façon. Enfin, des sciences en tout genre, vous en avez tout un tas sur internet, et notamment sur YouTube, comme avec le média Explore, la chaîne Curieux Live, ou encore plus connu le Dr Nozman. En gros, des chaînes de sciences, et plus particulièrement des chaînes de vulgarisation scientifique sur YouTube, c'est pas ce qui manque. Vous pourrez également trouver les chaînes de V2F, Le Blob ou Psychocerveau qui sont tout aussi super. Que je vais utiliser dans mon main. Dans ce dernier, je demande à l'API les 100 derniers tweets qui contiennent Fur. Je regarde s'ils font la blague du Fur. Si oui, je leur réponds. J'attends un peu, je demande les 100 derniers tweets avec une idée supérieure au dernier que j'ai analysé, et ainsi de suite. C'est un peu comme si t'arrêtais pas de rafraîchir la page de recherche de Twitter. Sauf que là, je demande les infos directes à leur serveur, sans passer par la UI. Je me suis aussi dit que certains malins tenteraient d'échapper à mon bot en écrivant Fur différemment. Genre comme ça, ou comme ça. Du coup, j'ai... Mais ne perdons pas de vue notre objectif qui n'est autre que les mathématiques. Je vais donc m'atteler à la présentation de quelques-unes des chaînes qui m'ont inspiré la création de celle-ci. Cela me tenait à cœur et je vais prendre le temps de le faire correctement. J'aimerais commencer avec une chaîne que j'affectionne tout particulièrement, c'est celle de Sciences Étonnantes. C'est une chaîne qui comptabilise plus de 1,3 million d'abonnés pour 127 vidéos, donc peut-être la connaissez-vous. En tout cas, j'aime cette chaîne car c'est l'une des premières qui m'a donné goût et envie de pratiquer des sciences. Elle y parle de sujets assez simples comme pourquoi y a-t-il des gauchers? Et oui, il s'est posé cette question et y répond dans une vidéo d'à peu près 20 minutes, mais sur cette chaîne, des sujets bien plus compliqués sont abordés, tels que la théorie de la relativité d'Albert Einstein, le paradoxe de Fermi, la matière noire, la mécanique quantique ou le paradoxe de Simpson. Ici je n'ai cité que ces vidéos les plus populaires, mais vous verrez, toutes ces vidéos traitent de sujets assez complexes avec une aisance et une faible vulgarisation qui vous aident à suivre tout au long de ces 20 à 30 minutes en général. Pour étudier ce phénomène de façon contrôlée, j'ai utilisé un petit montage expérimental qu'on appelle une cuve à ondes. Une cuve à ondes, c'est une sorte de bac à fond transparent dans lequel on peut verser une faible épaisseur d'eau et qui est muni d'un système d'éclairage stroboscopique et d'un miroir de façon à pouvoir visualiser les ondes sur un écran. Sauf qu'ici, plutôt que de faire des vagues à la main, j'ai utilisé une petite barre qui vibre et qui crée des ondes en surface. Si j'éteins la lumière ambiante pour mieux voir l'écran, voilà ce qu'on observe. Alors comme je suis pas super bon pour faire des expériences, pour compléter, j'ai fait aussi une petite simulation numérique. Cette simulation, elle permet de calculer la propagation des vagues et représente le même genre de choses. Ici, c'est une vue de dessus. Michael Launay est un mathématicien qui a créé une chaîne du même nom. Il y a posté 186 vidéos pour 570 000 abonnés. Il est donc un peu moins connu, mais pour moi une réelle référence dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Les sujets abordés dans ces vidéos sont très larges, en partant de la topologie jusqu'au nombre d'or et en passant par les tables de multiplication. Ces vidéos sont toutes très intéressantes. Si jamais vous allez jeter un coup d'œil à sa chaîne, je vous conseille aussi ses livres que j'ai achetés, lus et que j'ai tous que des lignes droites. Autrement dit, c'est une sorte d'illusion d'optique à laquelle nous assistons et c'est l'enchevêtrement de toutes ces lignes droites qui nous donne l'impression de cette figure courbe qui apparaît. J'en profite pour vous dire que le petit programme informatique que j'ai codé pour réaliser toutes les images que vous allez voir dans cette vidéo est sur mon site web et utilisable directement en ligne. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y aller et à explorer vous-même les tables de multiplication et toutes leurs jolies représentations. Et il nous en reste des choses à découvrir puisque pour l'instant, nous n'avons fait que la table de 2. Qu'en est-il de la table de 3 par exemple? Eh bien c'est parti, on reprend notre cercle, ici modulo 10, voici la table de 3 représentée modulo 10, puis modulo 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Trêve de vulgarisation avec la chaîne de Yvan Monca. Vous le connaissez sûrement avec ses 2,180 millions d'abonnés, un nombre d'abonnés totalement représentatif du travail qui est fourni sur sa chaîne, car il a au total fait plus de 1800 vidéos. C'est une chaîne assez scolaire qui vous présente plein d'aspects des maths que vous rencontrerez au collège ou au lycée, et qui a pour but à vous aider dans vos cours. Vous y trouverez des cours, des exercices, des applications, des schémas, des leçons, enfin tout ce qu'il vous faut pour réviser à la maison. Deux options qui sont proposées, le latin et le théâtre. On sait qu'on a 16 élèves qui pratiquent le latin, 14 qui pratiquent le théâtre, 5 qui pratiquent les deux et 8 qui ne pratiquent rien. Enfin, rien, aucune des deux options. À partir de là, on voudrait calculer le nombre d'élèves de la classe. On voit immédiatement qu'une simple addition ne nous permettra pas de répondre, puisque on a des élèves qui pratiquent le latin, d'autres qui pratiquent le théâtre, mais certains qui pratiquent les deux, enfin bref.
Ce qu'on va... Dans le même style, vous retrouverez la chaîne de Matrix avec plus de 550 000 abonnés qui fait des vidéos sur beaucoup de sujets scolaires, en partant de la géographie, de l'histoire, des maths, de la SVT, de la physique, etc. Enfin bref, nous ce qui nous intéresse ce sont les maths et il le fait très bien, il explique également comme Yvan Monca lors de leçons filmées ou d'exercices. Sa façon d'apprendre est très ludique, très pratique et compréhensible de tous, alors si vous peinez en maths en cours et que vous avez de mauvaises notes, je vous invite très fortement à aller voir ses vidéos. Pour un polynôme, on a aussi ses parties, donc on a aussi du premier degré dedans et un terme constant. Une autre information aussi très importante quand on a ces paraboles, c'est quoi? C'est de savoir si on a une parabole qui regarde vers le haut, quel est le point minimal, et si on a une parabole qui regarde vers le bas, quel est le point maximal. Tout d'abord, comment déterminer si une parabole regarde vers le haut ou si une parabole regarde vers le bas? Khan Academy est également très bien, elle possède une chaîne francophone ainsi qu'une chaîne anglaise qui parle de mathématiques mais à un niveau un petit peu plus élevé, mais bien encore sous un aspect assez scolaire. Donc si vous n'aimez pas trop cet aspect scolaire, je vous conseille notamment la chaîne de ScienceClick qui comptabilise plus de 400 000 abonnés pour seulement 72 vidéos. Enfin seulement 72 vidéos, mais quand on voit le travail et la qualité de celle-ci, je ne peux que vous conseiller cette chaîne. Enfin bref, je me répète beaucoup, de toute façon toutes les chaînes que je vais vous présenter ici, je ne peux que vous les conseiller, donc je vais arrêter de le... Sa lumière se propage dans toutes les directions, formant une bulle qui grossit. Une personne B ne voit la bougie s'allumer que quand elle reçoit la lumière, c'est-à-dire quand elle rentre dans cette bulle. Une fois qu'elle a vu la bougie s'allumer, B ne peut plus ressortir de la bulle, car pour cela elle devrait dépasser la vitesse de la lumière. La surface d'une étoile émet des bulles de lumière au cours du temps. Mais si l'étoile s'effondre sur elle-même, elle peut devenir si compacte que sa gravité tire le tissu de l'espace à la vitesse de la lumière. À un moment, sa surface émet alors une dernière bulle qui tente de grossir, mais l'espace se comprimant dans l'autre sens, elle reste statique. Une fois à l'intérieur, impossible de sortir. C'est un trou noir. Les trous noirs sont des bulles de lumière, figées par la gravité. C'est une chaîne bien moins connue et on pourrait se demander ce qu'elle fait ici, mais pourtant elle fournit un travail juste phénoménal. Sur cette chaîne vous pourrez retrouver seulement de courtes vidéos de pas plus de 3 minutes en général, qui résolvent chacune des problèmes simples en apparence, mais avec des techniques de résolution très innovantes et qui plairont aux plus matheux d'entre vous. Chaque vidéo est une source d'apprentissage inattendue qui vous permettra d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles méthodes, ainsi que de nouveaux réflexes, ce qui est très utile à un niveau plus élevé. C'est de regrouper les exposants. 6 puissance x sur 4 puissance x, c'est égal à 6 quarts le tout puissance x, et pareil, 9 puissance x sur 4 puissance x, c'est égal à 9 quarts le tout puissance x. Maintenant, je vais transformer mes fractions. 6 quarts, c'est égal à 3 demi, et 9 quarts, c'est égal à 3 demi au carré. Donc finalement, mon équation devient 1 plus 3 demi puissance x est égal à 3 demi au carré le tout puissance x. Maintenant, je vais jouer avec les exposants du membre de droite. 3 demi au carré puissance x, c'est égal à 3 demi puissance 2x. Mais c'est aussi égal à 3 demi puissance x, le tout au carré. Pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que maintenant je vois que 3 demi puissance x se répète à deux endroits, et ça m'incite très fortement à faire un changement de variable et poser u est égal à 3 demi puissance x. Après changement de... LJJ, si ça se prononce comme ça, est une chaîne de mathématiques entretenue par un ancien ou toujours actuel professeur. Et si je vous parle de cette chaîne ici, c'est parce que, au-delà des maths, j'apprécie tout particulièrement le cinéma. Et cette chaîne arrive à allier avec perfection ces deux arts. Vous pourrez y retrouver des vidéos qui mêlent maths avec les studios Marvel, avec Squid Game, avec Futurama, avec des films tels que Cube, Les Figures de l'Ombre ou Marie. Bon, cette chaîne ne fait pas que ça, mais le mieux pour que vous compreniez la beauté de ces vidéos est que vous soyez curieux et que vous alliez y jeter un coup d'œil. Il y a Ramanujan, marié, profondément religieux et qui aborde les mathématiques par leur côté intuitif. De l'autre, il y a Hardy, célibataire, athée, et qui ne peut admettre un théorème sans une démonstration. Sans surprise, la collaboration sera difficile puisque Hardy passera son temps à sermonner Ramanujan sur l'importance des démonstrations. Je vais passer sur les quelques anachronismes et erreurs factuelles du film, la principale étant la différence d'âge entre les acteurs et les personnages qu'ils interprètent. Par exemple, Hardy et Ramanujan n'avaient qu'à peine 10 ans de différence, alors que les acteurs Dev Patel et Jeremy Irons en ont 42. De même, Janaki, la femme de Ramanujan, n'est censée n'avoir qu'une douzaine d'années au début de l'histoire.
forcément la romance aurait perdu en glamour à l'écran. La chaîne tout simplement est une chaîne qui vous présentera les maths ou les sciences dans un aspect plus large, sous une forme très facile et très imagée qui plairont à tout le monde. Oui, je dis bien tout le monde, même votre grand-mère pourrait regarder les vidéos et tout comprendre. Rien de très complexe y est abordé et si jamais c'est le cas, c'est fait avec facilité pour la compréhension d'un public le plus large possible. Remontons plus loin. Un enfant né au cours de la première année du 21e siècle a 22 ans aujourd'hui. Mais notre siècle est encore tout jeune, même si ce n'est pas votre cas. Il a été largement façonné par les attaques du 11 septembre, qui ont conduit à la guerre en Afghanistan et à l'invasion de l'Irak. En mars 2011, la guerre civile syrienne a commencé et se poursuit toujours plus d'une décennie après. La plupart d'entre nous sont nés au XXe siècle, qui a connu les deux guerres les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité et la guerre froide. Pour la première fois, nous pouvions nous détruire avec des armes nucléaires. Toujours dans cette idée de représentation graphique des sciences, je vous conseille la chaîne du chat sceptique. On pourra également relever la once d'humour qui est présente dans chacune des vidéos de cette chaîne, qui mine de rien ne paye pas de mine. Les sujets qui y sont traités y sont très larges, mais si jamais vous aimez tout ce qui touche aux probabilités, je pense que sur cette chaîne vous serez servi. Fois 5 sur 6, ou encore 25 sur 36. Quelles sont tes chances de faire 3 au moins une fois sur les deux lancers? C'est le complémentaire de 25 sur 36, donc 11 chances sur 36. Si on continue comme ça, on peut calculer que les chances de ne pas obtenir la valeur 3 10 fois de suite sont 5 sur 6, le tout exposant 10. Et du coup, les chances d'obtenir la valeur 3 au moins une fois... En écho avec la chaîne de Yvan Monca que je vous ai présentée plus tôt, vous retrouvez les chaînes de Nouvelle Classe ou Galilée.academy, qui sont aussi des chaînes très scolaires et qui vous aideront, si vous avez la curiosité nécessaire, à en apprendre un petit peu plus sur cette magnifique discipline. Et si jamais l'anglais ne vous embête pas trop, je vous conseillerais également la chaîne de 3 Blue 1 Brown, qui traite toutefois de sujets assez complexes, donc si déjà vous avez quelques difficultés avec l'anglais, je ne vous conseille pas d'aller la voir. Mais si jamais ce n'est pas le cas, je tiens à vous dire que les 5,2 millions d'abonnés de cette chaîne sont amplement mérités. All of this microscale motivation could just as well be categorized as a subset of clarity. If motivating a lesson determines how much attention and focus the viewer is willing to give you, clarity determines how quickly you burn through that focus. The best hook in the world is wasted if the lesson which follows is confusing. This presentation by Explanaria talks about how to describe various crystal structures using group theory, which, considering the complex 3D forms involved, and the fact that most people don't know group theory, has the potential to be very confusing. But they do a really effective job at keeping concrete examples front and center, guiding the reader to focus on one relevant pattern at a time, and distilling down to a simple version of an idea before seeing how that fits into a broader, more general. Toujours en suivant les chaînes anglophones, vous pourrez aller voir les chaînes de Think Twice, Numberphile, Computerphile, Mathlogger, Stand Up Math, Veritasium, Looking Class Universe ou encore Primer. Enfin bref, personnellement j'adore les maths et j'adore aussi l'astronomie, et ce que j'aime par-dessus tout c'est quand les deux sont liés. Alors vous connaissez sûrement la chaîne de AstronoGeek qui possède un humour assez grisoire, mais qui est sans doute l'une de mes chaînes préférées sur YouTube, notamment pour ses débunkages, que ce soit le monstre du Loch Ness ou encore le platisme. C'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré ma vidéo qui traite du platisme. Mais si vous connaissez AstronoGeek, peut-être que vous connaîtrez moins la chaîne de Hugo Lisoire, la chaîne Livre et Science, la chaîne J'ai de la culture geek, la chaîne Journal de l'espace, ou encore tout un tas d'autres. Bon, YouTube c'est bien, mais si Internet ne se résumait qu'à YouTube, on le saurait déjà depuis longtemps. C'est pourquoi maintenant j'aimerais vous parler de Discord, un des seuls réseaux sociaux qui vous permettra d'apprendre sur les mathématiques. Comme je le disais plus tôt pour Axel Arnaud, il existe des channels Discord qui vous permettent d'apprendre des choses et de vous entraider sur les mathématiques. Science Étonnante, qui est une autre chaîne que je vous ai présentée, en a un également. Et ce que j'aime beaucoup dans ces serveurs Discord, c'est que vous pouvez vous entraider, poser vos problèmes, vos questions, vos interrogations sur les mathématiques, et d'autres étudiants ou même professeurs pourront vous aider par la suite. Et quand ce n'est pas vous qui posez des questions, c'est vous qui pouvez y répondre. Chacun à son propre niveau et peut aider d'autres personnes. Ce concept d'entraîne et de compétition saine aide grandement à s'améliorer. Internet est le lieu parfait pour le partage de l'information, et les maths étant infinies, et d'ailleurs ayant créé l'infini, sont en continuelle évolution, et tout le monde en résolvant des problèmes par-ci, en s'interrogeant par-là sur des nombres ou des calculs, peut même sans rendre compte rajouter du savoir à des milliers d'années d'évolution et d'innovation intellectuelle qui ont formé cette science. Ce que j'aime chez les gens passionnés de maths, c'est qu'ils seront toujours là pour vous aider et vous transmettre du savoir.
De plus, avec internet, vous pouvez, avec la simple soif de connaissance et un peu de curiosité, apprendre tout ce que vous voulez. Sans même sortir de chez vous, vous pouvez acquérir des notions d'une difficulté avérée. Vous pourrez grâce aux nombreuses chaînes et aux blogs apprendre et vous exercer sur des sujets tels que la relativité générale, les fractales, les probabilités, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'histoire des sciences et plus encore. Et en voyant cette quantité de choses qu'il y a à apprendre, on peut se sentir petit et misérable. On peut simplement se dire que tout a déjà été trouvé, tout a déjà été fouillé, et en voyant les mathématiciens ingénieux qu'il existe, on peut facilement se décourager et se dire qu'on ne pourra jamais faire avancer quoi que ce soit dans ce schmilblick. Si on peut avec de la détermination atteindre de très hauts niveaux en maths, découvrir de nouveaux théorèmes nous demande par contre d'être au sommet de cette discipline. Et ce sommet peut paraître haut, très haut, l'une des plus hautes montagnes jamais gravies par l'homme. Mais laissez-moi vous dire que seul quelqu'un de cupide penserait ça, car plus on apprend, plus on découvre, plus on se rend compte qu'il y a à découvrir. Et sachez que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo est capable avec assez d'ambition d'apporter votre pierre à l'édifice. Parce que les maths, c'est pas seulement une dizaine de chapitres qu'on peut voir en cours. Les maths, c'est pas juste les probas, la géométrie analytique, les matrices, etc. Les maths, en réalité, c'est infini, et nous allons voir lors de ce prochain chapitre toutes les merveilles qu'elles cachent et qu'elles n'ont pas encore révélées. Des problèmes irrésolus, il en existe plein. Les plus connus étant sûrement les 7 problèmes du millénaire. Pourquoi je vous parle d'eux? Parce que, sans vouloir être pessimiste bien sûr, je pense que personne d'entre vous ne réussira à les résoudre. Leur complexité étant juste diabolique. Pas inutilement diabolique. Ces problèmes sont lourds de sens et leur résolution permettrait de grandes avancées pour l'humanité. Je ne vais pas vous décrire en quoi ils consistent car ces problèmes sont bien trop complexes, mais les voici. Toujours dans une quête se frottant à l'impossible, vous pourriez vous pencher au paradoxe de Fermi, au paradoxe que nous offre la physique quantique, à la grande théorie de l'unification reliant la théorie de la relativité d'Einstein à la physique à l'échelle quantique, aux axiomes et autres paradoxes mathématiques, plonger dans les incohérences de certains calculs qui nous restent encore mystérieux. Bref, le choix est large et l'horizon est vague. En d'autres termes, il reste encore beaucoup à découvrir. Et en réalité, vous n'êtes même pas obligé de résoudre des problèmes déjà existants. Vous pouvez tout autant trouver de nouveaux problèmes encore jamais traités, ni même imaginer, puis les résoudre. Et même ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Les maths servent avant tout à être appliquées dans la vraie vie. Alors si vous voulez vous sentir utile, pas besoin de créer de nouveaux théorèmes, mais juste de créer de nouvelles choses grâce à d'anciens théorèmes. Les maths ont 1001 applications possibles dans divers corps de métiers et activités. Enfin tout ça si vous cherchez l'utilité, et ce n'est pas forcément votre cas, peut-être que vous ne cherchez pas le concret, que vous cherchez simplement à vous émerveiller comme un enfant. Si ça vous chante, vous pouvez jouer avec les formules comme un enfant jouerait avec des cubes. Vous n'êtes pas obligé de créer de nouvelles formules et de nouvelles fonctions, vous pouvez même tout simplement dessiner des Pikachu par exemple avec votre calculatrice. Vous pouvez vous balader dans des mondes quadridimensionnels, visiter les tréfonds de fractales aléatoires, explorer des notions mathématiques inconnues, faire le tour du côté de la topologie ou encore des espaces non euclidiens. Dans tous les cas, peu importe où vous irez dans les maths, vous trouverez de la beauté. Et dans un monde où l'infini même est ridicule, n'ayez pas peur de vous perdre là où personne n'a jamais mis les pieds. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Mais ne quittez pas, s'il vous plaît, déjà par respect pour les plusieurs centaines d'heures de travail que j'ai consacré à cette vidéo, et car sans la conclusion, cette vidéo perdra de sa valeur, et ce serait dommage. Enfin bref, comme le disait Albert Einstein, il y a 2 façons de voir le monde. Une en croyant que tout est un miracle, et l'autre en croyant que rien n'est un miracle. Et qu'on soit d'accord ou pas avec cette citation. Les maths, c'est cette manière qu'ont les humains d'interpréter le monde qui les entoure. Car on n'a pas découvert les maths, on les a créés et en réalité les maths c'est rien de plus qu'un langage, une façon de s'exprimer par l'alphabet le plus complexe et complet jamais créé. C'est le langage le plus rigoureux et dénué de toute méprise lexicale possible. C'est rien de plus que la transcription d'observations expérimentales en termes compréhensibles de tous. Ou plutôt avec d'autres termes, à la portée de tous ceux qui se donnent la peine de le comprendre. Et ce langage, bien que abstrait, d'un conformisme barbant et d'une neutralité vide de toute magie, se révèle quand on apprend à le connaître, une réelle poésie remplie de schémas, d'arbres pondérés, de fonctions, de courbes, de calculs, de formes et de figures géométriques. Les maths décrivent l'univers,
l'univers dans sa beauté chaotique. Et elles exposent si bien cette beauté que cela en devient poétique. Chaque nombre ont un sens. Chaque calcul, chaque équation, chaque formule. Chacune d'entre elles ont un sens. Les maths, c'est la description de la magie par la logique. Un bric-à-brac de symboles majestueux qui, en dansant ensemble, nous ouvrent les yeux sur notre monde ainsi que des mondes imaginaires. Et si 31 415 heures n'auraient pas servi à parler correctement de la magnificence des maths, j'espère que cette humble vidéo vous aura permis de vous montrer le potentiel qu'elle renferme. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Smart Science.